Bonjour, je vais vous assurer le cours sur la fièvre typhoïde et paratyphoïde. Alors, c'est une infection qu'on continue à enseigner parce que c'est un problème de santé publique dans notre pays et dans les pays sous-développés. C'est un problème de santé publique parce que nous avons eu plusieurs épidémies. C'est une pathologie qui est à déclaration obligatoire de par le risque qu'elle peut générer, un risque épidémique. Comme toute question qui sera traitée en maladie infectieuse, elles doivent répondre à un plan de présentation. Dans ce plan, il y a une introduction. On doit définir ce que c'est une fièvre typhoïde, un petit rappel de son histoire et une épidémiologie. Et dans l'épidémiologie, on parlera de l'agent causal, de son réservoir et de ses modes de transmission. Et la physiopathe va nous retracer à partir de la consommation, de l'ingestion de ce germe dans le corps humain et quelle est sa trajectoire dans le tube digestif pour qu'il puisse être à l'origine des manifestations cliniques que présentera le malade. D'où nous prendrons comme type de description les formes cliniques. Le diagnostic, c'est quels sont les examens, surtout de certitude, qui nous permettent de conforter notre diagnostic, les mesures thérapeutiques, que ce soit des armes curatives ou les mesures préventives. Et on conclura sur l'importance de cet enseignement. Nous vous demandons de reconnaître cette pathologie. Comment on la reconnaît? C'est-à-dire comment penser devant quel ensemble de signes et d'arguments épidémiologiques on peut penser à cette pathologie. Comment on fait le diagnostic, quelles sont les mesures thérapeutiques et, le plus important, les mesures de prévention qui nous permettront de ne pas présenter, de ne pas avoir cette maladie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la fièvre typhoïde? Il faut dire que c'est une fièvre qui, habituellement, les gens, quand vous leur parlez de cette maladie, ils disent Hammat al-Musran. Donc, c'est une fièvre empirique, c'est une fièvre intestinale qui est connue, qui est répandue dans les pays sous-développés. Donc, on parlera d'une infection à germe typhique. C'est le véritable tableau d'une toxine-infection parce qu'on va ingérer un germe à partir d'un point de départ, ça peut être un liquide ou ça peut être un aliment. Ce point de départ, c'est-à-dire sa multiplication, va commencer au niveau des ganglions lymphatiques et se répandre dans le mésentère, puis dans le courant circulatoire à partir du canal thoracique. Alors, cette infection, elle est due à des salmonelles. Nous avons deux types de salmonelles. Ce sont des bacilles gram-négatifs. Ce sont des salmonelles majeures, donc c'est le bacille d'Eberth, ou les salmonelles paratyphiques, les salmonelles mineures, donc c'est des paratyphiques, c'est la A, la B ou la C. C'est une infection qui est potentiellement mortelle. On enregistre presque 11 à 20 millions de personnes qui contractent cette maladie et presque le 1/10 qui en décèdent. Elle est secondaire à une ingestion d'eau ou d'aliments qui sont souillés par ces germes. Et il faut savoir que cette maladie, elle est entretenue, c'est-à-dire sa pérennisation est liée à l'eau qui entretient son endémicité. Nous avons dit qu'elle est due à des salmonelles majeures et mineures. Pour les salmonelles mineures, donc les salmonelles paratyphiques, il faut savoir que la A, elle est prépondérante en Afrique, la B en Europe et la C en Asie. C'est une maladie qui est strictement humaine, elle n'est rapportée que chez l'homme, elle n'est pas rapportée chez les animaux, hautement contagieuse, d'où la déclaration obligatoire, et dès qu'on la suspecte, on doit tirer la sonnette d'alarme, afin qu'une enquête épidémiologique soit réalisée, il faut qu'on trouve le malade, il faut qu'on trouve le patient source, c'est-à-dire le patient 1. Et c'est un véritable problème de santé publique dans la plupart des pays du Maghreb, dans les pays sous-développés, en Asie, en Algérie. C'est également un problème de santé publique majeur. Elle est caractérisée par une myriade de signes cliniques. C'est cette richesse de manifestations cliniques. Le diagnostic ne pose pas du tout de problème parce qu'on se repère sur les hémocultures qui sont réalisées devant tout tableau septicémique. On peut se reposer également sur les coproparasitaux entre le 10e et 12e jour, c'est-à-dire lors du début de l'élimination. On fait une coproparasito, une coproculture et elle peut identifier les germes s'ils sont présents.
Il y a également la sérologie, donc il en faut 2 au moins pour qu'il y ait une interprétation des titres. Vous allez voir, on va en parler un peu plus en détail. Elle demeure néanmoins grave comme toxi-infection. Elle est grave parce qu'elle peut être à l'origine de par la libération des toxines qui vont se libérer dans le courant circulatoire et se rendre au niveau de certains organes nobles comme le cœur et le cerveau et le tube digestif et être à l'origine de complications de type toxinique. Le second souci que nous avons, que nous devons à tout prix rechercher et éviter et limiter de son existence, c'est les porteurs chroniques. Ce sont des sujets qui présentent le germe, qui peuvent le répandre, mais qui, eux, ne font pas la pathologie. Cela, il faut toujours les rechercher. Il faut savoir que c'est une pathologie qui a une immunité inconstante et elle n'est pas durable dans le temps. Le traitement est simple. Il repose sur des familles de molécules de référence. En première intention, il faut juste savoir qu'il y a un consensus algérien qui a été fait en 2002 à Tizi Ouzou sur les molécules qu'il faut utiliser de première intention. Il a été retenu que c'est les sulfaméthoxazole qu'il faut mettre en première intention et secondairement, on peut mettre une aminopénicilline ou une céphalosporine, voire l'équinolone. En réalité, nous, on a toujours traité la fièvre typhoïde avec des phénicolés. Pourquoi? C'est des molécules qui ne coûtent pas cher, c'est des molécules qui étaient disponibles, excellente diffusion intracellulaire, de très bonnes réponses, sauf ce sont des molécules avec une hématotoxicité. Et elles nécessitaient une durée de traitement de 21 jours. Alors, avec ces agents bactériens que nous avons, nous sommes confrontés à des résistances aux molécules parce que il y a chacun comment il l'utilise. Donc, on se retrouve maintenant avec des agents bactériens qui présentent des résistances à ces antibiotiques. Il faut savoir que nous n'avons pas, là, ces 10 dernières années, on rapporte très peu de complications liées à cette maladie, parce qu'on en fait le diagnostic précocement, avec l'avènement des antibiotiques, avec la meilleure gestion de cela, avec les mesures de diagnostic, nous avons très peu de complications. La meilleure prévention, c'est pour ça que je vous ai dit, les mesures préventives sont très importantes, c'est elles qui nous permettent de lutter et d'éviter qu'il y ait des risques d'épidémie. Donc le meilleur moyen de lutte demeure l'hygiène, l'hygiène et l'hygiène. L'agent bactérien, ce n'est autre que c'est un agent qui appartient à la famille des entérobactéries. Le genre, c'est des salmonella. Les sérotypes, il y en a 4 qui sont pathogènes pour l'homme, donc Salmonella typhi, le bacille d'Hébert, et les paratyphies, la A, la B et la C. Ce sont des bacilles gram-négatifs qui sont à l'origine d'un sepsis, d'une septicémie, sauf que elles ne font pas partie des septicémies à bacilles gram-négatifs. À elles seules, les salmonelles sont à l'origine d'une entité septicémique spécifique. Ce sont des germes qui sont mobiles de par la présence d'un flagelle. Ils sont constitués de 3 structures antigéniques. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic sérologique. Nous avons l'antigène O, c'est un antigène somatique. Sa présence confirme le diagnostic, son absence l'infirme. Tout en sachant que s'il y a présence d'antigène H, c'est l'antigène flagellaire, d'accord, lui, il ne confirme pas du tout l'infection. Il traduit c'est-à-dire s'il est positif, il traduit comme quoi nous l'avons contracté antérieurement. D'accord? La seule présence d'antigène O, c'est elle qui confirme le diagnostic. Ces 2 antigènes, ils vont induire la formation d'anticorps. Il y a un 3e antigène qui a toute sa spécificité, c'est l'antigène V. C'est un antigène d'enveloppe. Lui, il traduit la virulence de la souche. Il a un intérêt dans les études épidémiologiques. Sa présence nous permet de prévoir un risque épidémique conséquent. Voilà la forme d'une Salmonella typhi. Elle va vous rappeler un peu comme une petite cacahuète avec ses petits filaments. Le réservoir de cette infection de cet agent est strictement humain. Il n'y a que l'homme qui peut faire cette infection. Il y a l'homme malade, il y a le convalescent, il y a le porteur sain. Beaucoup de professions sont exposées à ce risque de transmission. Exemple,
toutes les professions, exemple les personnes qui travaillent dans les milieux de restauration, dans les personnes qui travaillent dans les là où ça touche à l'hygiène, la restauration, il faut toujours dépister ces personnes. On les dépiste au moins tous les 6 mois. On doit vérifier s'ils sont des porteurs ou non sains de cette infection, sinon un risque de transmission de la maladie. Il y a 2 modes de transmission. Alors, le mode de transmission indirect, c'est le plus fréquent. Et c'est la transmission à partir d'aliments contaminés par un porteur de germes, par une ingestion d'eau contaminée, dans les fruits de mer, dans les coquillages ou les légumes crus contaminés qui sont consommés sans être au préalable lavés. La transmission directe, elle est liée aux mains sales. On dit c'est une maladie liée fécalo-orale, liée à une hygiène très mauvaise, très basse, ou en cas de contact avec des selles infectées ou un linge souillé. Mais pourquoi on dit c'est la transmission indirecte qui est la plus fréquente? Parce que c'est une maladie à transmission hydrique et l'eau entretient la pérennité et l'endémicité de cette infection. Sur le plan mondial, vous voyez la répartition, c'est les régions asiatiques où on relate le plus grand nombre de cas. Alors, sur les continents, vous avez l'Amérique du Sud, vous avez l'Afrique, les régions tout en rouge, et vous avez l'Asie. Elle est principalement notifiée dans les pays en voie de développement. Son incidence, elle a franchement baissé de par l'avènement des molécules et de meilleures mesures d'hygiène. Les mauvaises conditions sanitaires favorisent sa propagation. C'est-à-dire quand il y a des inondations, quand il y a des catastrophes naturelles, tout ceci peut favoriser, il y a des guerres, ça peut favoriser la propagation de la maladie et l'élévation de son incidence. Donc, y penser dans tous les endroits où l'eau potable et l'assainissement font défaut. C'est l'épitaphe majeure qu'il faut retenir. On y pense quand l'eau potable et l'assainissement font défaut. Tout âge est concerné, de 5 à 25 ans. Les moins de 1 an, malheureusement, font les formes graves. Heureusement qu'on n'en voit plus. L'incidence mondiale, on a dit, elle est de 11 à 20 millions de personnes qui peuvent contracter cette maladie et approximativement le 1/10, un peu plus que le 1/10 en décède. Elle est endémique, elle évolue par poussée épidémique. Les pays en voie de développement, nous le redisons parce que c'est important, qui sont le plus touchés, c'est l'Afrique noire, les pays du Maghreb, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Elle peut être présente par cas sporadiques dans les pays développés, et là souvent on dira ce sont des cas importés. Elle est à saison estivo-automnale, elle prédomine en période estivale et début de l'automne. La carte géographique, donc pour les zones à haut risque, c'est celle que vous voyez en rouge, regardez, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Les zones à risque moyen, c'est l'Amérique latine, c'est les pays du Maghreb, le sud de l'Afrique, et vous avez les régions européennes et vous avez une partie de la Russie. Les zones à risque presque nul, vous voyez, c'est les régions froides, l'Australie, la Russie, une partie de l'Europe, et regardez, très bien. Maintenant, il faut savoir que cette transmission, en Algérie, elle a concerné, la première épidémie a été rapportée en 1973 dans la région de Meftah, puis dans la région d'El Oued. 50% de nos malades sont en transmission hydrique. Alors, c'est les coupures d'eau, c'est le fait de ne pas avoir de l'eau qui coule dans les robinets, d'entretenir toujours, on a des puits, mais des puits qui ne sont pas chaulés. Et nous avons jusqu'à 6 à 7 cas pour 100 000 habitants par année. Sont endémiques Betna, les régions que vous voyez en bas de la slide, donc Betna, Larwa, Tadrar, Ain, Taya, Meftah et tout ce qui va avec. Pour les
deux présentations cliniques possibles, c'est-à-dire une fièvre typhoïde à Salmonella typhi ou une fièvre paratyphoïde. Les facteurs de risque que nous retenons surtout, c'est les régions où il y a une consommation d'aliments dans les rues, c'est-à-dire on a tendance à manger à l'extérieur de la maison, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il n'y a pas du tout d'hygiène des mains, et quand il y a des cas similaires dans l'entourage immédiat d'un malade. Mais il y a deux notes qu'il faut garder, deux facteurs prédisposants. C'est quand on a une hypochloridrie gastrique et quand on est drépanocytaire homozygote. Les drépanocytaires sont prédisposés par rapport aux autres à faire des infections à salmonelle et des infections à pneumocoque. Sur le plan physiopathologique, alors, c'est à partir de la consommation d'un aliment que va se faire le début de l'histoire. On va ingérer un aliment ou une eau souillée. Il faut qu'il y ait au moins une dose infectante qui soit supérieure à 10 puissance 3 germes consommés. Ces germes, ils vont se rendre au niveau de l'estomac. C'est la première barrière. Alors, s'il y a une quantité d'HCl normale dans notre estomac, celles-ci vont détruire, cette acidité gastrique va détruire une bonne partie de ces germes. Parfois, ce n'est pas la totalité, une petite partie pourra traverser l'estomac et se rendre dans l'intestin. D'accord. Au niveau de l'intestin, c'est là où va commencer notre clinique. Il va y avoir une invasion de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire au niveau des ganglions mésentériques, va commencer, c'est pour ça qu'on dit, c'est une infection à point de départ lymphatique. La multiplication va se faire et ils vont se rendre au niveau des vaisseaux, d'où la dissémination hématogène bactérienne, la traversée du canal thoracique et la lyse de ces bactéries, la libération des endotoxines et celles-ci qui vont aller se rendre dans le courant circulatoire. En se rendant dans le courant circulatoire, quand elles vont avoir une petite prédisposition pour certains organes et être à l'origine des complications graves, exemple quand elles vont aller au niveau du cerveau ou au niveau du corps. Sinon là, quand elles sont dans le tube digestif, on peut être exposé à d'autres complications, mais qui ne sont pas aussi conséquentes. Et vous allez voir. Mais comme on a ingéré ce germe, il faut bien l'éliminer. Et pour son élimination, il doit passer par les voies biliaires pour qu'il puisse être éliminé. Mais parfois, il y a une possibilité chez des personnes que ce germe reste prisonnier au niveau des ganglions de Peyer. Donc, et là, on devient un porteur sain. Et ce portage fait que on devient un porteur chronique, c'est-à-dire on ne fera pas de symptomatologie, mais on pourra être à l'origine de la dissémination en contaminant des malades. En synthèse de cette physiopathe, il y a une ingestion, un passage dans l'estomac, c'est la phase d'incubation de la maladie. Au niveau des ganglions mésentériques, il y a ce qu'on appelle une adénolymphite mésentérique, c'est l'invasion. C'est le premier septenaire. Le passage dans le canal thoracique, la circulation, c'est la phase d'état, c'est la phase septicémique. Ensuite, l'élimination à partir des voies biliaires, d'où les coproparasitaux qui sont positifs. Il y a un risque qu'il reste prisonnier au niveau des voies biliaires, donc il y a un risque de cholécystite et on devient, surtout si on est porteur d'une cholécystite plutôt, on est prisonnier au niveau des voies biliaires et là, ça devient le risque de portage chronique. Les complications traduisent les localisations secondaires lors de la libération, de la lyse des toxines dans le courant circulatoire. Ces toxines vont aller se rendre au niveau du système nerveux central, au niveau digestif et au niveau cardiaque. Donc, en synthèse, j'ai ingéré les ganglions mésentériques au niveau des intestins, c'est la multiplication. Nous allons être confrontés à deux phases, une phase septicémique avec dissémination dans le sang, donc les localisations secondaires, et une lyse bactérienne avec libération d'endotoxines, d'où les signes neurologiques, les signes cardiaques et les signes digestifs. Sur le plan clinique,
On a dit qu'elle est caractérisée par un polymorphisme clinique, c'est-à-dire il y a un ensemble de signes cliniques. Nous allons présenter la forme typique, la forme connue, la plus répandue, c'est celle de l'adulte jeune non vacciné. Ça va se traduire par 3 phases. Il y aura une phase, la première, c'est le premier septembre. Il y aura la première phase, c'est la phase d'incubation. Cette phase d'incubation, c'est le moment entre l'ingestion et le passage dans l'estomac. Ce moment peut durer 10 à 15 jours. On prendra bien sûr toujours une moyenne. Nous, on dit c'est entre 8 à 12 jours. C'est une phase qui est silencieuse. Elle n'a pas de manifestation clinique. Elle va juste peut-être parfois se traduire par un petit embarras gastrique, mais ce n'est pas toujours le cas. Par contre, la phase d'invasion, c'est à partir de la multiplication du germe au niveau des ganglions lymphatiques. Là, la clinique va commencer à être parlante. On parlera du premier septenaire. Quand le germe est dans le sang, c'est la phase septicémique, c'est la phase d'état. Et quand le germe va commencer, soit il s'illumine, soit il va se rendre dans les organes, c'est la phase, c'est le troisième septenaire, c'est la phase des complications. Alors nous, on dit, les cliniciens, quand je reconnais la maladie à la phase d'invasion, c'est que je suis un bon médecin. Si je la reconnais à la phase d'état, je suis un mauvais médecin. Si je la reconnais à la troisième phase des complications, il faut refaire son cursus parce qu'on n'est pas un bon médecin. Le premier septenaire, il est caractérisé par un début qui est insidieux. C'est pour ça qu'on dit que la fièvre typhoïde est une fièvre, elle se caractérise par un tableau clinique de fièvre prolongée. Vous avez déjà l'incubation, le temps qu'il y ait installation des manifestations. Alors, cette invasion, elle va durer approximativement 6 à 7 jours. Son début est donc insidieux, à bas bruit. Elle est caractérisée par une installation progressive de la fièvre. Regardez, elle va être caractérisée par son élévation, une oscillation qui est ascendante. Elle va s'élever de plus de 1 degré le matin jusqu'au soir. Parfois, elle va diminuer de 0,5 degré le soir jusqu'au matin. Il faut savoir qu'en fin de semaine, on sera entre 39 à 40 degrés Celsius. C'est la fin du premier septenaire. Le pouls, il est peu accéléré, il est moins rapide que ne le veut la fièvre. Ainsi, on parlera d'un amorcement de la dissociation entre la température qui est élevée et le pouls qui n'est pas parallèle à cette température, c'est-à-dire il n'est pas aussi élevé. On amorce la dissociation. Ensuite, on a une asthénie qui est croissante. C'est mon premier septenaire. À ce premier septenaire, je vais avoir des signes digestifs qui vont être présents. Ils sont surtout dominés par une constipation. Je peux avoir également une anorexie, le malade n'a aucune envie de manger. Il peut y avoir des céphalées qui sont tenaces, qui peuvent s'accompagner de vertiges et d'une insomnie. À cette phase, un épistaxis peut être présent. Il peut y en avoir un ou il peut être répété, mais de façon inconstante. C'est un signe qui est évocateur. Il est évocateur, mais non pathognomonique. Alors, je vous demanderai de retenir ces termes mémotechniques pour connaître la clinique de cette première phase. Vous allez avoir une constipation, des céphalées tenaces, une insomnie, vertige, vomissement, un épistaxis qui n'est pas pathognomonique et des troubles digestifs marqués surtout par la constipation. À ces signes fonctionnels, on va avoir des signes physiques. L'examen du malade va objectiver une langue qui est de type sabura, elle est blanchâtre, un météorisme abdominal avec un gargouillement au niveau de la fosse iliaque droite. Votre examen pourra retrouver une petite splénomégalie. Celle-ci, elle est discrète, elle est inconstante, elle est de type septicémique. Si vous mettez un petit stéthoscope au niveau des bases pulmonaires, parfois on peut retrouver des râles bronchiques. Il peut y avoir une petite réaction méningée, c'est-à-dire le malade peut présenter une discrète raideur, voire un petit curning, mais si vous faites, je le dis bien, si vous faites une ponction lombaire, le LCS est strictement normal. Le deuxième septenaire, il est caractérisé
caractéristiques. Il va être caractérisé par la présence de signes généraux que nous avions au préalable. La fièvre qui était oscillante par 0,5 à 1 degré Celsius par jour va être en plateau. Et sa spécificité, elle sera à 40, mais sans frisson. Et là, on a une véritable dissociation pour température qui est discrète, c'est-à-dire la température est à 40, mais le pouls est à 80. 90, pas au-delà. Les signes fonctionnels qui étaient au préalable présents, la diarrhée est un signe majeur, mais il faut dire qu'elle n'est pas toujours rapportée par nos malades. C'est une diarrhée qui est typique. Il y aura, on va la définir après, il y aura une anorexie, voire une soif intense. Sur le plan neurologique, on aura un tuphos qui a une valeur diagnostique importante. C'est un signe d'imprégnation toxinique, donc une atteinte cérébrale. Il y aura une valeur pronostique parce qu'il va traduire cette atteinte cérébrale par cette toxine et il aura une intensité qui sera proportionnelle à la gravité qui peut aller jusqu'à un tableau de coma. Nous avons ici les 6 signes mnémotechniques pour retenir ce deuxième septenaire. C'est la fièvre en plateau, c'est la présence de la diarrhée, c'est la présence également de la dissociation pour température, c'est la présence du tuphos, c'est la présence de taches rosées lenticulaires et de l'angine de Duguay. Donc, la deuxième phase, le deuxième septenaire a ces signes mnémotechniques qu'il faudra retenir. Nous allons continuer pour les 3 signes que nous n'avons pas cités maintenant. C'est-à-dire le tuphos qui est un signe majeur qui traduit une irritation cérébrale de par l'intensité de la dissémination de la toxine. Il va traduire une stupeur et une prostration du malade. Le malade aura des traits qui sont figés, un regard fixe, il sera indifférent à tout ce qui l'entoure. Il ne répondra pas aux questions, il sera inerte, voire voire sensible aux incitations. Ce tuphos peut s'accompagner de par l'importance de son imprégnation toxinique par ce qu'on appelle un délire doux. C'est un délire qui est tranquille, il est vespéral et nocturne. À ce délire qui est vespéral et nocturne s'y associe une insomnie nocturne, voire une somnolence diurne. À ce tuphos auquel peut s'associer un délire onirique, le malade peut présenter ce qu'on appelle des mouvements stéréotypés, des mouvements stéréotypés carphologiques, c'est-à-dire que vous allez le voir réaliser des mouvements, comme exemple tourner les pages d'un livre imaginaire, ou bien compter de l'argent imaginaire, faire ce geste. La diarrhée, sa définition, son interprétation est spécifique. C'est une diarrhée faite d'un liquide qui est de couleur ocre, il rappelle le jus de melon. Elle est indolore, elle n'est pas fétide et elle est liquide. Elle est hautement contagieuse, d'où l'importance de la désinfection. Elle est abondante, elle peut aller de 3 à 6 selles jour. Ce sont des caractéristiques qui sont possibles d'être posées lors d'une question à l'examen. Pour les signes physiques à cette deuxième phase, qui est la phase d'état, l'examen bucco-pharyngé retrouvera des lèvres sèches, une langue saburante, et la possibilité d'avoir une angine de Duguay. Je vais vous la définir. L'examen de l'abdomen, il sera caractérisé par son météorisme abdominal. La fosse iliaque droite sera toujours sensible et gargouillante. Et il y aura des taches rosées lenticulaires spécifiques et pathognomoniques, comme l'angine de Duguay. On peut retrouver la splénomégalie qui sera discrète et de type septicémique. Vous vous rappelez, elle est apparue à la fin du premier septenaire. Elle apparaît dès que la température s'élève à 39-40. Une hépatomégalie légère peut être présente. On pourra retrouver toujours nos petits râles bronchiques et parfois on peut avoir un discret assourdissement des premiers bruits du cœur. Le syndrome méningé
peut être présent encore à cette phase d'état, mais il est caractérisé par un LCS qui est strictement normal. L'angine de Duguay est une angine pathognomonique. Peu de praticiens l'ont retrouvée en plusieurs années d'expérience, presque 25 ans, je n'en ai jamais vu. C'est une angine qui est inconstante. Elle est caractérisée par une ulcération superficielle d'aspect ovalaire à grand axe vertical. Elle siège sur le pilier antérieur du voile du palais. Elle a des bords nets. Elle est souvent unique. Pardon. Elle est indolore. Elle n'est pas accompagnée de saignement, sans adénopathie satellite, et elle se cicatrise en une dizaine de jours. Quant aux taches rosées lenticulaires, c'est également le deuxième signe pathognomonique. Elles sont inconstantes, ce sont des petites macules. Regardez, ce sont des petites macules lenticulaires, non prurigineuses, arrondies ou ovalaires. Elles ont une couleur rosée. Elles sont peu nombreuses, 3 à 5. Elles siègent au niveau de la partie basse. Elles siègent, au niveau de la partie haute de l'abdomen, c'est-à-dire basse de la cage thoracique, et elles siègent au niveau des lombes, latéralement. Il faut savoir que chaque élément peut durer 3 à 6 jours et elles disparaissent sans laisser de traces. On dit que c'est une éruption qui est éphémère dans le temps. L'angine de Duquet et les taches rosées lenticulaires, ce sont des signes pathognomoniques. Leur seule présence, c'est-à-dire le fait de les constater, confirme le diagnostic. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'une certitude bactériologique ou sérologique pour étoffer mon diagnostic. Il y a donc 5 signes cardinaux spécifiques à cette phase. C'est la présence de la fièvre en plateau, c'est la présence du typhus, c'est la présence de la diarrhée, c'est la présence de la splénomégalie, des taches rosées lenticulaires et de l'angine de Duguay. Les signes d'imprégnation toxinique, c'est le typhus, le délire onirique, la présence des mouvements stéréotypés carphologiques, la présence des taches rosées lenticulaires et de l'angine de Duguay. La troisième phase, c'est le troisième septenaire. Là, normalement, au premier ou au deuxième, on a reconnu le diagnostic et le malade est sous traitement. Quand le malade est sous traitement, cette troisième phase sera caractérisée par une chute thermique. C'est une défervescence thermique. Elle va débuter en 24 à 48 heures au troisième septenaire. Elle peut être d'installation progressive, la décroissance est rapide, ou bien en isis, c'est-à-dire progressive. Elle va s'amender. En apyrexie, elle sera obtenue en 4 à 5 jours si elle est en isis. À cette période, le pouls va se normaliser parallèlement à cette température qui est en train de baisser. Les céphalées vont régresser également en 24 heures. Le typhus va disparaître en 2 à 3 jours et les signes digestifs disparaîtront en 1 semaine. Et ainsi, la convalescence, elle sera courte. Mais voilà, si on n'a pas reconnu le diagnostic et on n'a pas mis le malade sous traitement adéquat, cette phase, la phase d'état, au lieu de durer 15 jours, elle va se prolonger, au lieu de durer 1 semaine, elle va se prolonger 15 à 20 jours. Donc, on est dans le troisième septenaire d'évolution. C'est la phase des complications. Certes, la défervescence, elle sera progressive. Une apyrexie se fera plus progressivement en 5 à 10 jours. La régression, elle sera parallèle des autres signes, on pourra avoir à cette phase, malheureusement, des complications, ou bien une rechute, ou bien des récidives. Et la convalescence, là, elle sera longue, parce que le malade n'a pas reçu de traitement à la période adéquate. Les formes cliniques, en dehors de la forme commune de l'adulte jeune non vacciné que nous vous avons présenté, sont caractérisées par, ça peut être des formes symptomatiques, ça peut être la forme atténuée, caractérisée juste par un embarras gastrique fébrile, c'est-à-dire des nausées, parfois voire vomissement, douleur abdominale,
et dans un contexte fébrile. Ça peut être les formes graves ataxo-adynamiques avec atteinte neuroméningée, où le typhos est intense avec le délire, la fièvre elle dépasse le 40, elle est maligne à 41 degrés, les troubles digestifs sont intenses et il y aura une hyperazotémie. Heureusement, ce sont des formes que l'on voit plus. Il y aura la forme maligne, c'est le syndrome Malin, avec une faillite polyviscérale qui peut évoluer vers le décès et la perte du malade. Donc, ce sont les formes symptomatiques à gravité de taille variable. Maintenant, pour les formes selon le terrain, il y a premièrement la forme du nourrisson par rapport à celle du vieillard. Il faut juste savoir que les deux sont rares. Pour le nourrisson, elle est rare, mais chez les moins de 1 an, il faut savoir qu'il y a des possibilités que ce soit des tableaux graves. Chez le vieillard, c'est souvent un tableau psychiatrique. Et là, c'est la note épidémiologique, c'est l'examen et c'est les explorations de certitude qui permettront d'étayer, de confirmer votre diagnostic. Chez la femme enceinte, dans 2 tiers des cas, elle peut perdre le bébé quand c'est un début de grossesse dans les premiers mois. Chez le vacciné, celui qu'on vaccine, il peut faire ce qu'on appelle la forme fruste. C'est la forme peu symptomatique. Alors que chez l'enfant, il a un tableau spécifique qui diffère du tableau de l'adulte. Le début ne sera pas progressif, il sera plutôt brutal. Mais le tableau en lui-même sera de forme bénigne. Il sera caractérisé par une forme qui sera régulière, accompagnée de vomissements, voire d'une diarrhée. Le pouls sera en rapport avec la température. C'est dire que la dissociation n'est pas franche, n'est pas présente. Le typhos, il est rare. Il sera plutôt remplacé par de l'agitation. La splénomégalie également, elle sera rare. Et les taches rosées lenticulaires chez l'enfant, elles sont abondantes. Sur le plan biologique, il y a une hyperleucocytose, alors que vous verrez, dans la paraclinique, c'est plutôt une leuconeutropénie. Et l'évolution, c'est le point favorable, elle se fera de façon naturelle et sur une courte durée. Pour les complications, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a une libération d'une quantité importante de toxines dans le courant circulatoire et celles-ci, ces complications feront toute la gravité de la maladie. Elles peuvent atteindre tous les organes, c'est-à-dire tube digestif au niveau intestinal, le cœur et l'encéphale. Et elles peuvent se voir même sous un traitement lié, c'est comme ça, elles sont liées aux doses thérapeutiques élevées. C'est pour ça que dans la fièvre typhoïde, le traitement se donne à dose progressive. Alors, ces complications, elles seront soit de type septicémique, de par la dissémination dans le sang des toxines, donc on dira c'est des complications microbiennes, elles seront liées aux localisations secondaires, surtout au niveau osseux, chez les drépanocytaires, et au niveau bilieux, elles peuvent se voir chez les personnes qui présentent des atteintes des voies biliaires, donc exemple un tableau de cholécystite. Elles seront caractérisées par la fièvre qui sera élevée et la splénomégalie qui sera de type septicémique. Elles sont liées à une importante lise bactérienne, donc une grande libération de toxines dans le courant circulatoire. Elles vont se caractériser par la présence de signes neurologiques, donc un typhos, de signes cardiaques, donc une myocardite, et de signes digestifs, c'est-à-dire la diarrhée, le risque de tableaux chirurgicaux, de perforation digestive. Ces complications, elles seront de type toxinique. Ce tableau vous permet très bien de différencier les types de complications, les complications endotoxiniques et les complications microbiennes. Donc, les complications microbiennes, c'est la cholécystite, c'est l'ostéite, c'est l'artérite, c'est les abcès. Les complications endotoxiniques, c'est les hémorragies digestives, c'est les perforations, c'est le risque de collapsus, c'est le risque de myocardite, voire le risque d'encéphalite. Pour les complications de type intestinal, c'est surtout un tableau d'hémorragie et de perforation.
Alors, nous allons les définir. Alors, pour les complications de type intestinal, nous avons dit le plus fréquemment, ça peut être une hémorragie intestinale, donc une hémorragie digestive qui est liée à l'action de la toxine sur le splanchnique, qui va entraîner des troubles vasomoteurs. Ça peut faire un tableau de forme grave qui va se traduire cliniquement pour la présence d'un méléna ou de véritables rectorragies, une asthénie, le malade va s'angoisser, il va être pâle, il va y avoir une tachycardie et une chute tensionnelle. Ça peut être un tableau de perforation intestinale qui traduira les ulcérations typhiques de toute l'épaisseur de la paroi, particulièrement de siège iléal. S'il y a un retard thérapeutique, c'est redoutable, surtout chez l'adulte, c'est vraiment le drame de la perforation intestinale. Maintenant, dans ces perforations intestinales, on a deux types de perforations. On a la perforation asthénique et la perforation sténique. Pour la perforation asthénique, elle est caractérisée par l'intensité et la précocité du typhos. Elle se caractérise par une chute brutale de la température, une accélération du pouls. La douleur au niveau de la fosse iliaque droite est très importante, de même que la défense. La contracture sera moindre. Elle va entraîner un arrêt du transit. Sur le plan paraclinique, on aura une hyperleucocytose aponucléaire ou neutrophile. Elle réalise sur le plan radiologique à l'ASP ce qu'on appelle un pneumopéritoine, c'est le croissant gazeux interhépato-diaphragmatique. Le diagnostic doit être fait précocement parce que c'est un malade qui peut faire le véritable tableau de perforation. Alors que par la perforation sténique, le patient est conscient, il est apyrétique, il n'a pas de typhose, il y a une ascension thermique, regardez, importante. Il risque de frissonner parce qu'il y a des décharges bactériennes et c'est rare dans la fièvre typhoïde, on a dit il n'y a pas de frisson. Il y a l'installation rapide d'un état de choc, des douleurs abdominales en coup de poignard, c'est la contracture et c'est l'urgence. Il y aura également l'hyperleucocytose aponucléaire, le croissant gazeux interhépato-diaphragmatique. Le diagnostic est facile, la chirurgie est de première intention. D'accord? Pour les autres complications digestives, ça peut être un syndrome pseudo-perforatif. Il va être caractérisé par un intestin qui est parésique avec une déplédition potassique. Il y aura une libération massive d'endotoxines. Le météorisme abdominal sera présent avec une hypokaliémie. On sera confronté à un arrêt des matières et des gaz. Il n'y aura pas de contracture, pas d'hyperleucocytose et pas de pneumopéritoine. On peut avoir d'autres complications digestives en plus du syndrome pseudo-perforatif. On peut avoir la véritable appendicite typhique. On peut avoir le tableau de cholécystite aiguë, il faut y penser, surtout chez les femmes, c'est la source des rechutes et surtout s'il y a une lithiase, on peut avoir une hépatite typhique ou des abcès typhiques. Pour les autres complications, on peut avoir des complications cardiovasculaires, c'est le véritable collapsus cardiovasculaire. Heureusement, on n'en voit plus, il est d'origine toxinique, il est secondaire, pas réellement un surdosage en antibiotiques. Il est secondaire au fait de donner la dose totale dès le premier jour de traitement. C'est pour ça qu'on dit, avec les doses progressives, nous avons pu mettre de côté le risque de survenue de ces collapsus cardiovasculaires qui se voyaient fréquemment au deuxième septenaire. Il se caractérisait par des chutes thermiques brutales, une altération rapide de l'état général, une hypotension, et le malade faisait le véritable collapsus. Donc, on y a remédié en donnant les doses d'antibiotiques, des doses progressives. Il y a le risque de myocardite typhique qui se voit également au deuxième septenaire, lié à la libération des endotoxines. Elle est patente et latente. Il faut cliniquement la rechercher devant la présence d'une tachycardie, d'une hypotension artérielle, d'un assourdissement des bruits du cœur, présence d'un bruit de galop, voire présence des signes périphériques d'une insuffisance cardiaque.
Le CG, l'électrocardiogramme fait à cette période, peut objectiver des troubles de la conduction avec présence d'un bloc auriculo-ventriculaire, voire un bloc de branche ou des troubles de la repolarisation. Pour les complications neurologiques, alors c'est des tableaux d'encéphalite qui réalisent la complication la plus redoutable. Cliniquement, ça va se traduire par une exacerbation du typhus avec des hallucinations, des troubles psychiques, voire des troubles végétatifs ou des mouvements anormaux. C'est devenu des complications rares, heureusement, mais ces complications, elles étaient toutes, en synthèse, ces complications liées aux toxines, elles étaient fortement liées à l'utilisation des antibiotiques à dose totale dès le départ, d'où l'intérêt maintenant qu'elles soient à dose progressive. Ces complications sont devenues très rares, mais néanmoins, il faut toujours rester vigilant parce qu'elles peuvent survenir. Le diagnostic est simple. Pour poser un diagnostic de fièvre typhoïde, on a des arguments épidémiologiques qu'il faut toujours rechercher. Le premier argument épidémiologique, c'est la notion de consommation d'un aliment ou d'une eau douteuse. Le deuxième, c'est qu'il y a un cas similaire dans l'entourage immédiat, ou que cette infection est présente à l'état endémique, où nous sommes au cours d'une épidémie. Et l'absence de vaccination. Il faut savoir qu'en Algérie, on ne vaccine pas contre la fièvre typhoïde. Ne peuvent bénéficier de cette vaccination que le corps militaire parce qu'ils vivent en collectivité. Les autres arguments sur le plan clinique, c'est qu'on soit à la phase d'invasion, donc la présence du fameux mot mnémotechnique, c'est le civet, un civet de lapin. Donc c'est la présence des céphalées, de la constipation, de l'insomnie, des vertiges, de l'épistaxis qui est inconstant et de troubles digestifs, c'est-à-dire la présence de constipation. Ou bien nous sommes à la phase d'état, qui sera, elle, caractérisée par la fièvre qui sera en plateau, la présence de la dissociation pouls-température, de la diarrhée, du typhos, des taches rosées lenticulaires ou de l'angine de Duguay. Mais bien sûr, pour étoffer notre diagnostic, nous avons des examens de certitude qui seront, vous allez voir, nous allons les détailler, les hémocultures, la coproculture, voire les sérologies, ou des examens d'orientation qui sont des examens biologiques. Les examens d'orientation en note épidémiologique, donc sur clinique, c'est la phase d'invasion et la phase d'état. Nous les avons déjà décrites. À la phase paraclinique, nous avons des examens d'orientation. La formule numération sanguine peut objectiver une leuconétropénie à prédominance de polynucléaire. On aura une hyperleucocytose uniquement chez l'enfant et en cas d'une perforation intestinale. On aura une thrombopénie qui est modérée. Nous avons dit il y a des formes digestives qui peuvent se traduire par des mélénas, voire des rectorragies. Donc on pourra avoir une thrombopénie modérée, voire on pourra avoir une petite anémie. Il y a un argument c'est un processus, c'est une toxi-infection, mais qui va s'accompagner d'un processus inflammatoire avec atteinte des organes. Il faut savoir que dans la fièvre typhoïde, la vitesse de sédimentation, elle est modérément élevée. Elle n'excède jamais, et je le dis bien, vous devez le retenir. C'est un sepsis où on n'a pas de vitesse de sédimentation accélérée. Elle n'excède jamais le 40 mm à la première heure. Alors que la CRP est positive, bien sûr, elle peut être à 2 chiffres, voire à 3 chiffres, c'est une infection bactérienne, mais un point de départ lymphatique. C'est pour cela que la CRP, il est rare qu'elle puisse dépasser les 3 chiffres, mais néanmoins, elle est positive. On aura une augmentation des lactates déshydrohydrogénases, on aura une petite participation hépatique avec un petit bilan, exemple les transaminases légèrement élevées. Je dis bien c'est des participations, alors que la certitude, elle va reposer sur les hémocultures. Celles-ci sont au premier septenaire, dans 80-90% des cas, positives. Au deuxième septenaire, leur positivité va baisser, 60 à 80%. Troisième septenaire, elle sera beaucoup plus basse.
Ces hémocultures, elles vont répondre à des critères de réalisation, nous les avons dit dans les TD, et on doit vous les redire en microbio. Ces hémocultures permettent d'asseoir le diagnostic, et dans la majorité des cas, elles identifient soit le bacille d'Hébert, soit l'une des paratyphies qui peut être responsable. Chez nous, en Algérie, ça ne peut être qu'une paratyphie A, sauf s'il y a eu une notion de contamination en Asie. Pour les coprocultures, elles permettent de confirmer le diagnostic et elles permettent également de contrôler si le malade est guéri ou non. Elles sont positives entre le 10e et le 20e jour. Et elles peuvent dire à la fin de l'évolution de la maladie, c'est-à-dire au bout de 3 semaines de traitement si on a donné des phénicolés ou des aminopénicillines, c'était 2 à 48 heures d'intervalle. Quand elles sont négatives, elles pourront dire que le malade est guéri. C'est pour ça qu'elles ont toute une importance au cours de l'évolution parce qu'elles vont confirmer le diagnostic et à la fin parce que c'est elles qui vont dire que le malade est guéri, sauf qu'il en faudra 2 à 48 heures d'intervalle. Quant à la sérologie, elle repose sur le sérodiagnostic de Vidal et de Félix. Celui-ci est positif entre le 7e et 10e jour, nous on dit entre le 8e et 12e jour. C'est par la présence des anticorps anti-E qui peuvent être supérieurs ou égales à 1/200e. Sauf que chez nous, à partir de 1/100e, on considère que c'est positif parce que c'est une pathologie qui quand même a été longtemps fréquente et c'est un problème de santé publique. Il faut toujours en faire le diagnostic précoce pour faire des enquêtes épidémiologiques et éviter qu'on se retrouve en phase épidémique. Quant à la présence des anticorps anti-H, ils sont de moindre de valeur diagnostique, ils peuvent rester longtemps positifs et ils peuvent être également lors d'une vaccination. Pour cette infection, pour cette toxi-infection à salmonelle, il faut savoir, on pensera à une fièvre typhoïde, mais avant de retenir ce diagnostic, bien sûr, il faudra éliminer une tuberculose à sa phase de début, de par la présence d'un certain nombre de signes qui sont similaires avec la fièvre typhoïde. Il faudra également éliminer une deuxième septicémie qui est à point de départ lymphatique, c'est la brucellose, qui et elle, par contre, elle a une caractéristique, c'est que la fièvre sera très importante, mais l'état général du malade ne sera pas altéré. C'est le véritable divorce entre l'importance de la fièvre et de l'état général du malade qui est conservé, alors que dans la fièvre typhoïde, la fièvre est importante et l'état général du malade s'altère rapidement. Il faudra également la différencier des autres sepsis, à point de départ thrombophlébitique, c'est-à-dire le staph et le strepto, il y a beaucoup de différences, avec une hépatite virale, parce qu'on a consommé, on a ingéré un aliment, donc il y a les mesures d'hygiène, et que vous savez l'endémicité également des hépatites A, C, le manque d'hygiène. Il faudra également discuter les primo-infections à cytomégalovirus ou bien Epstein-Barr virus ou des cours d'une infection à virus de l'immunodéficience humaine et discuter quand il y a des localisations, quand il y a des possibilités de complications à type d'abcès, discuter les suppurations profondes. Le pronostic de la fièvre typhoïde, il est lié à la clinique et la survenue sur un terrain d'immunodépression, un terrain de comorbidité ou la présence ou non de complications, d'où l'intérêt d'une précocité du diagnostic. Il faut savoir, sur le plan clinique, on la reconnaît facilement. Elle ne pose pas de problème de diagnostic ni thérapeutique, mais le pronostic est conséquent et péjoratif en fonction du terrain sur lequel elle survient et en présence ou non de complications, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. Maintenant, sur le plan thérapeutique, la reconnaître précocement et instaurer le traitement précocement. Et il faut qu'il y ait une sensibilité à la molécule utilisée avec un strict respect des règles d'utilisation. Dans la fièvre typhoïde, c'est des doses thérapeutiques à dose progressive, sauf pour 2 molécules, et je vais vous le dire. Sur le plan thérapeutique, le but du traitement de la fièvre typhoïde, c'est de lutter contre l'infection et bien sûr de prévenir les complications en instaurant celui-ci précocement. On a des mesures spécifiques thérapeutiques. Alors, ces mesures spécifiques thérapeutiques seront
seront les antibiotiques. Vous allez voir, on va recourir à des familles d'antibiotiques bien précis. Il y a les phénicolés, il y a les phénicolés, il y a les aminopénicillines, il y a les bactrines, il y a également les céphalosporines de 3e génération et il y a les quinolones. Alors, les quinolones qu'on utilisera, vous verrez, c'est une arme thérapeutique extraordinaire parce qu'elle nous permet de réduire de la durée du traitement, de la durée d'hospitalisation, et ça c'est important dans la prise en charge d'un malade. Je dirais également, nous aurons recours à des molécules qui seront à excellente diffusion lymphatique et biliaire. Il faudra les entamer dès qu'on a les résultats des hémocultures. Les copros viendront pour conforter notre confirmation de diagnostic et bien sûr, on adaptera en fonction des résultats de l'antibiogramme. Les corticoïdes dans la fièvre typhoïde, c'est-à-dire la dexaméthasone, elle ne trouve de place que dans les complications toxiniques graves, c'est-à-dire les complications cardiaques ou neurologiques. Comme ce sont des complications que nous ne voyons plus, donc très peu probable de recourir à cette adjonction thérapeutique. Les molécules, comme vous le voyez, nous avons les phénicolés, les pénicillines, le cotrimoxazole qui est un sulfaméthoxazole, donc qui est le bactrine, les céphalosporines de 3e génération, nous avons les quinolones, les fluoroquinolones. La molécule que vous avez en dernière position, chez nous, on ne l'utilise pas dans le traitement de la fièvre typhoïde. Alors, pour les phénicolés, c'était la première molécule qui était utilisée chez nous. Excellente molécule, très bonne diffusion lymphatique et biliaire, sauf qu'elle est hématotoxique. De préférence, nous avons donc deux, le chloramphénicol ou le thiophénicol. Le thiophénicol est mieux toléré. Toutes les deux, elles ont les mêmes présentations en comprimé et en injectable. Alors, la dose admise, pour le chloramphénicol, c'est 50 mg, pour le thiophénicol, c'est 60 mg par kilo par jour. Il faut toujours faire attention parce qu'elles ont des inconvénients. Les inconvénients de ces molécules, c'est qu'elles sont éliminées sous forme inactive. Donc, il y a un risque de rechute en 10 à 15% et un risque de toxicité hématologique. Pour les phénicolés. Il faut savoir que cette molécule n'est plus disponible en Algérie depuis au moins 2 à 3 ans. Maintenant, pour les pénicillines A, c'est amoxicilline ou ampicilline. Elles se présentent en comprimé, en sirop ou en injectable. On donne 100 mg par kilo par jour, réparti 100 mg par kilo par jour, ce qui fait à peu près 4 à 6 grammes jour. Molécule utilisée chez la femme enceinte de première intention. Maintenant, pour les céphalosporines de 3e génération, bien sûr, excusez-moi, c'est important de le dire, que la durée de ces deux molécules est de 21 jours. Pour la 3e molécule, qui est le bactrine, qui est utilisée maintenant de première intention, depuis qu'il y a eu le consensus de 2002, il se présente en comprimé, en sirop, et on voit injectable, mais la voie injectable de préférence, c'est rare qu'on l'utilise dans la fièvre typhoïde. Parce qu'on dit toujours pour les molécules, il faut suivre la modalité de pénétration du germe. Si c'est quelque chose qu'on a ingéré, il faut suivre la voie orale. Sauf que quand ils font des complications, quand l'état du malade vomit, il ne nous permet pas de lui donner par voie orale, donc on le donnera par voie injectable. Alors la dose, elle est de 5 mg par kilo de trimétoprine, ou bien on donnera 2 comprimés de 400 plus 80 mg de trimétoprine, toutes les 12 heures. C'est-à-dire, c'est comme si je donnais 960 mg toutes les 12 heures. Alors, l'inconvénient de cette molécule, c'est son hématotoxicité, le risque d'allergie. Et chez l'enfant, on essaye d'éviter un peu son utilisation parce que souvent, il y a des allergies qui peuvent survenir. Maintenant, ces 3 molécules, leur durée est de 21 jours et à dose progressive, telle que le premier jour, je donnerai le quart de la dose, le deuxième jour, je donnerai la moitié de la dose, à partir du 3e jour, les 3 quarts de la dose, et du 4e jour au 21e jour, je donnerai la dose totale répartie en 2 à 3 fois jour. Maintenant, pour les céphalosporines de 3e génération, on ne donne pas le céphotaxime, mais indiquer que la ceftriaxone, c'est-à-dire la rocéphine. Elle existe en ampoule injectable de 500 mg ou de 1 g. On donnera 60 mg par kilo par jour, en 2 fois jour, en une seule dose jour, ou bien on donnera 2 grammes jour. La demi-vie de la molécule nous permet de l'utiliser 1 ou 2 fois jour, et la durée, elle est nettement réduite. C'est un traitement de 7 à 10 jours.
et on ne le donne pas à dose progressive. Maintenant, pour les fluoroquinolones, on a le floxacine ou la pafloxacine. On donnera 400 mg pour la première jour et on donnera 800 mg par jour pour la deuxième. Elle est excellente comme thérapeutique chez les porteurs sains de par sa durée qui est de 5 à 7 jours. Ici, la molécule qui est indiquée chez les enfants, c'est donc l'amoxicilline ou bien les céphalosporines de troisième génération. Chez l'enfant de moins d'1 an, on évitera de donner les finicolés, il y a risque de bébé gris, il y a risque surtout chez les moins de 3 mois de complications. Les finicolés et les péni-A, c'est 4 prises de jour sur une durée de 21 jours. Le cotrimoxazole, c'est 2 fois jour durant 21 jours. La ceftriaxone et les fluoroquinolones, c'est une durée pour la première de 7 à 10 jours. Pour la deuxième, c'est 5 à 7 jours. Et elles se donnent pas, ces deux dernières ne se donnent pas à dose progressive. Alors que celles-là, les deux premières, donc, elles se donneront à dose progressive sur la durée thérapeutique. Les mesures thérapeutiques. Le repos s'impose, hospitalisation en service de maladies infectieuses, un régime semi-liquide qu'on ne respecte pas beaucoup. On fait attention, s'il y a un risque de collapsus, il faut penser à remplir le malade. S'il y a un risque de par la formule qui peut objectiver des anémies ou le malade a présenté un méléna ou des rectoragies, il faut toujours penser à transfuser le malade. Et en cas de perforation intestinale de type sténique, obligatoirement, c'est la chirurgie. Maintenant, il faut surveiller les effets secondaires de ce traitement. Donc, il faudra une surveillance clinique biquotidienne. Une accélération du pouls au cours d'une fièvre typhoïde doit toujours faire craindre une complication. Un hémogramme, une anémie infraclinique, toujours faire attention. D'accord? Elles peuvent se voir. Donc, y remédier en assurant soit une transfusion et en surveillant. Surtout, l'hémogramme, si le malade il est sous fénicolé, il y a un risque d'hématotoxicité. On ne parle de guérison qu'après 2 coprocultures négatives à 48 heures d'intervalle. Les mesures préventives. Je vous ai dit, c'est la meilleure arme thérapeutique. Si on a une bonne prévention, on peut prévenir la survenue de cette maladie. Alors, il y a des mesures personnelles, c'est par un isolement empirique. J'isole dans une chambre seule. Je procède à un recueil et une désinfection des selles et du linge avec une protection par le port d'une blouse et de gants et un lavage des mains. La déclaration est obligatoire. L'éviction scolaire jusqu'à guérison sur une moyenne d'une vingtaine de jours. Une éducation sanitaire s'impose dans tous les milieux. Bien se laver les mains, eau et javel dans l'eau et se laver avant toute alimentation. La vaccination, elle est présente. C'est le premier vaccin qui était utilisé, surtout, je vous ai dit, dans le corps militaire. C'est le Tifinium. Il est inefficace sur les paratyphies A, la B et la C. Il ne s'indique qu'en cas de voyage en zone d'endémie, chez le personnel de santé, en intramusculaire, avec des rappels tous les 2 ans. Le vaccin qui est le plus disponible, alors il faut savoir, les vaccins n'assurent qu'une protection de 50 à 65%. Ils ne se substituent pas, alors là, pas du tout aux mesures de prévention vis-à-vis de l'eau, des aliments, ni au lavage de mains. C'est pas le fait d'être vacciné qui va prévenir cette infection. Mais par contre, les bonnes mesures d'hygiène, d'aliments non souillés, de faire attention, de laver et tout ça, permet bien sûr une meilleure prévention. Alors, il existe un deuxième vaccin, c'est un vaccin injectable qui a été réalisé à partir de l'antigène purifié. Pour les sujets de plus de 2 ans, on a recours à une injection tous les 15 jours avant le départ, avec une durée de protection de 3 ans. Il y a également un autre vaccin, c'est un vaccin oral vivant atténué, sous la forme de capsules pour les sujets âgés de plus de 5 ans. Ces vaccins ne confèrent pas une immunité de longue durée et ne sont pas homologués pour les enfants de moins de 2 ans. Les vaccins antityphoïdiques conjugués, nous avons le vaccin conjugué qui confère une immunité de plus longue durée. Il a été prérequis et préqualifié par l'OMS en décembre 2017 pour les enfants à partir de l'âge de 6 mois. Il permet d'assurer une immunité plus longue que les anciens, mais il nécessite moins de doses. Il permet ainsi de réduire le recours fréquent aux antibiotiques pour le traitement, ce qui va ralentir le développement de la résistance des salmonelles typhi.
En collectivité, il est important de rechercher la source de contamination, de procéder au dépistage des porteurs au sein, un traitement des eaux usées, un assainissement des milieux, une stérilisation avec une surveillance bactériologique des eaux et une amélioration de la manutention des aliments. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est dans tout milieu de collectivité, vous êtes obligé, c'est-à-dire toute personne qui travaille dans des crèches, dans la restauration, là où il y a un contact direct avec les aliments ou un contact avec une distribution des eaux, il faut rechercher les porteurs sains. En conclusion, c'est une infection systémique, bactérienne. Le diagnostic, moi, je dirais, il est souvent difficile. En réalité, non. Parce que sur le plan clinique, il est reconnu. Sur le plan diagnostique, il ne pose pas de problème. Mais il faut y penser. Il faut toujours y penser, je vous ai dit, surtout dans les pays où l'hygiène manque. Il faut penser à la fièvre typhoïde devant toute fièvre inexpliquée qui évolue au-delà d'une semaine. La mortalité, heureusement, elle est devenue très faible. Le diagnostic repose essentiellement sur les hémocultures. Pour la certitude d'une guérison, c'est sur les coprocultures et une surveillance est importante en réalisant les sérologies. Le risque d'un portage chronique et d'une récurrence existe, donc il faut y penser. Le traitement par les quinolones, les fluoroquinolones est de première indication dans les pays développés, alors que nous, c'est les bactéries en première intention. Secondairement, c'est les céphalosporines de troisième génération et en troisième position, c'est les fluoroquinolones. Je vous remercie.